Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Julien Deménonville, le cofondateur de KickAds, qui est une agence Social Ads et UGC pour l'e-commerce. Concrètement, Julien et son associé Émeric ont pour mission de développer votre marque grâce à des vidéos authentiques et optimisées pour la conversion. Depuis leur parcours en agence de marketing digital, ils ont tous les deux développé une expertise très forte sur le media buying Facebook. Mais en observant les performances de leur créa UGC sur certains de leurs comptes, ils ont décidé d'apprendre à produire des contenus UGC pour leurs clients à l'aide de deux approches. Soit en le faisant eux-mêmes, ou soit en ayant recours à un réseau de créateurs qu'ils ont développé en quelques mois seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont actuellement plus de 900 créateurs avec qui travailler. Ce que j'ai beaucoup aimé en discutant avec Julien avant ce podcast, c'est qu'il participe activement à la création de contenu UGC alors qu'ils avaient finalement très peu d'expérience en montage vidéo avant ça. J'ai donc demandé à Julien de venir sur le podcast pour nous expliquer comment ils ont fait. Dans cette première partie d'épisode qu'on a enregistré ensemble, on est d'abord revenu sur son parcours avec KickAds et les différents services qu'il propose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la création de contenu UGC. Bien sûr, Julien m'a donné sa propre définition de l'UGC, donc qu'est-ce qu'un UGC et qu'est-ce que ça n'est pas selon lui. Il brise d'ailleurs quelques fausses croyances sur les UGC que moi-même j'avais aussi. Et juste après ça, on est rentré dans le concret et Julien m'a partagé avec beaucoup de transparence tout le process de création et de tournage d'un UGC, à savoir le script, le briefing, le tournage et enfin le montage. Et pour conclure cette première partie, j'ai posé une question délicate à Julien sur l'UGC, en sachant que j'avais entendu quelques bruits de couloir par les agences, comme quoi les UGC ne sont pas vraiment indispensables pour performer sur Facebook Ads à l'heure actuelle. Donc Julien et moi, on a donné notre avis là-dessus. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Julien dans ce nouvel épisode du podcast. Salut Julien, bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Salut Danilo, merci de m'accueillir. Je t'en prie, vraiment content de t'avoir. Pareil que tu as lancé une boîte récemment? Ouais, moi aussi je suis content depuis le temps qu'on se suit. Donc ouais, effectivement, on a lancé un business avec mon pote Emeric. C'était un side business à la base. On l'a lancé en mai puisqu'Emeric et moi, on était tous les deux chez Ad Premier, qui est une Ouais. agence de marketing digital sophipolitaine. Bah, nous, on croit fortement au UGC depuis qu'on voit que ça explose aux US. Donc, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. On a vraiment lancé ça en parallèle de notre job au départ. Et puis, en fait, ça a très, très vite très bien marché. Donc, bah, on s'est dit que ça pouvait pas rester un side business, qu'il fallait vraiment qu'on s'y mette sérieusement. En fait, même pour être transparent et par les chiffres, Ouais. quand on a démarré le truc, on a fait, allez, 2-3 posts LinkedIn, pour parler un petit peu de ce lancement Ouais, et dès le premier mois d'activité, on a fait 11 000 € de chiffre d'affaires. c'est Ce qui énorme. est pas, alors c'est pas stratosphérique, mais on va dire que, en parallèle d'un vrai job et en ayant assez peu communiqué dessus, c'était quand même très encourageant. Ouais, après un mois, faire 11 000 euros, je te confirme, c'est hyper bien, je trouve, pour une activité de prestation d'agence. Mais c'est Mmh. vrai que c'est intéressant que tu nous parles de KickAds. Est-ce que c'est juste une agence qui fait de l'UGC pour Facebook Ads ou encore autre chose? Alors, au début, quand on l'a lancé, c'était vraiment que de l'UGC parce que nous, on est média buyer social ads avec Emeric. Moi, j'étais head of social ads chez Ad Premier. Emeric, c'était un de mes principaux consultants. Et on savait qu'on avait toujours notre activité de média buyer chez Ad Premier qui nous plaît. Donc, bah, ça allait pas être quelque chose qui allait nous manquer à ce moment-là. Mais à partir du moment où on a décidé de se mettre à 100% sur KickAds, on savait que voilà, ça nous intéressait pas de faire que de l'UGC, Ok. sachant que en plus, au-delà de notre propre désir de continuer notre activité de média buyer,
nos clients nous faisaient des demandes là-dessus. On s'est rendu compte qu'on avait des clients qui voulaient que de l'UGC et des clients qui rentraient par cette porte UGC et qui, du coup, derrière, nous demandaient également, d'assurer la gestion de leur campagne. Donc du coup, on a, développé, KickAds petit à petit. Aymeric, lui, il a donné sa démission, en août et il est, depuis septembre à 100 sur KickAds. Moi, je suis à 100 sur KickAds depuis cette semaine. J'ai fini mon rôle, chez Ad1er vendredi soir. Ouais. Donc voilà et donc bah, au cours des derniers mois, on a pas mal pivoté autour de notre product market fit avec Aymeric Ça fait et combien là, de temps que vous avez lancé KickAds? Désolé de t'interrompre. non, non, c'est on l'a lancé en mai de En cette mai, année. OK, d'accord, donc ça fait mai, juin, donc ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, exactement. OK, Exactement, ça fait 6 mois et là, aujourd'hui, je pense qu'on tient, la bonne formule qui en tout cas, ce qui fonctionne, on signe pas mal de prestations sur ces offres-là, sur ce mode de fonctionnement-là. Donc en fait, on a 3 activités phares autour de OK, KickAds. Alors le ouais, UGC, ça reste quand même notre principale bannière, hein. oui, Mais voilà, on a trois briques. La première, c'est tout simplement un accompagnement marketing. Parce que KickAds, en fait, c'est le fruit de constats qu'on a fait avec Aymeric au fil du temps dans notre job de media buyer en social ads. Et l'un de ces premiers constats, c'était qu'en marketing, bah, beaucoup de nos clients, beaucoup des marques avec lesquelles on bossait, et même des fois des très grosses marques, bah, ils connaissent pas ou mal leur KPI. d'accord. Voilà, on va échanger avec eux à propos de, voilà, de leurs principaux KPI et on sent que les informations qu'ils nous donnent, des fois, elles sont un petit peu estimées au doigt mouillé. Pareil en ce qui concerne le funnel de conversion. On regarde avec eux leur site web pour essayer d'identifier des axes d'amélioration et on se rend compte qu'en fait, ils sont tellement immergés dedans depuis tellement longtemps qu'ils n'arrivent plus à être objectifs, ils n'arrivent plus forcément à se mettre à la place du client, du consommateur. Donc là, nous, on est aussi capable de les accompagner sur ces 2 aspects, c'est-à-dire que on va travailler avec eux à la définition d'un vrai tableau de bord marketing, parce que lancer des campagnes sans vraiment connaître ses KPI, bah, c'est quand même assez dangereux et bah, ne pas avoir un site web qui est parfaitement optimisé pour la conversion, c'est tout aussi dangereux. Donc nous, on va amener cette brique marketing en début de prestation. Que le client vienne nous voir pour du UGC ou que le client vienne nous voir pour du media buying, dans tous les cas, nous, on va toujours avoir un échange très marketing au départ parce que bah, on s'intéresse à la marque et c'est normal, c'est pour ça qu'on fait ce métier. OK, Donc voilà, on a vraiment cette brique marketing qui est forte au démarrage. Ensuite, donc on a effectivement le côté créa, donc très axé UGC, parce que bah, tout simplement pour moi c'est l'évolution de la créa dans les social ads aujourd'hui. Je veux dire le digital, les social ads, tout ça c'est vivant, ça bouge, ça évolue. Les social ads n'ont pas toujours eu le succès qu'ils ont aujourd'hui. Moi, encore aujourd'hui, je vois des marques qui ne croient qu'au Google Ads et qui ont du mal à passer le cap de se mettre au social ads. D'ailleurs, j'ai certains de mes clients qui sont presque seuls des fois sur leur marché, donc bah, ça me donne envie de remercier leurs concurrents parce qu'on a un vrai boulevard devant nous pour notre acquisition. ouais, Donc, effectivement, tout ça, c'est vivant, tout ça, ça bouge, c'est pas figé. Le monde du marketing, du digital, des social ads, évolue en permanence et c'est vrai aussi pour la créa et il y a tellement d'annonceurs maintenant sur les social ads, puisque c'est vraiment un canal qui s'est démocratisé, que, les placements des différentes régies sont saturés et ils sont saturés de pubs qui, à mes yeux, sont beaucoup trop chiadées, beaucoup trop marketées. Les gens en ont marre en fait de voir ce genre de publicité, ça leur parle plus. Et ce qu'on constate aujourd'hui, il y a même des études qui ont été faites par méta. euh, par Meta notamment. Il y a un constat qui est fait, c'est que les gens sont vraiment à la recherche d'avis et de recommandations. Ouais, Je pense que ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire là-dessus, c'est lorsqu'il y a eu le grand boom des influenceurs. Sauf qu'aujourd'hui, les influenceurs, bah, ça coûte très cher. Donc il y a ce qu'on appelle les micro-influenceurs, qu'on appelle également les créateurs de contenu, qui, eux, coûtent pas du tout la même chose. Et puis finalement, c'est aussi le côté anonyme de ces personnes qui fait que, bah, il y a du potentiel. oui, on les Donc connaît pas le tous. UGC, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un contenu qui va venir se fondre finalement dans, les contenus organiques qui existent sur les placements des réseaux sociaux
Et ils sont perçus par les personnes qui sont sur ces plateformes comme, des recommandations, comme Oui, des avis des personnes qui vont vraiment, partager leur expérience d'achat et d'utilisation d'un produit, d'une marque et cetera. Et c'est vrai qu'avec Emric, on entendait beaucoup ce chiffre, 30. 30 en moyenne d'augmentation des performances sur des campagnes social ads qui ont recours au UGC. Pour moi, ce chiffre-là, il voulait pas dire grand-chose parce que j'ai toujours estimé que, de la data, faut la contextualiser. oui, c'est ça. Quand on parle de chiffres, bon, bah, très bien, souvent, c'est les chiffres aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vaut en France? Qu'est-ce que ça vaut pour telle marque, pour tel marché, pour telle industrie? Bah, en définitive, je ne sais pas si on pourrait le dire dans tous les cas de figure, mais avec Emric, nous, on l'a fait ce constat-là. On a notamment échangé, récemment avec, l'un de nos clients, les jus PAF. On suit en fait nos clients, sur la partie créa pour savoir justement si nos créas ont performé. Comme ça, s'ils Oui. reviennent travailler avec nous sur la partie créa, bah, on est capable de tirer des apprentissages des créas qu'on a précédemment produites pour eux. Et c'est ce chiffre souvent qui ressort. On est en moyenne autour des 30 d'augmentation de performance Ok, par d'accord. rapport aux créas sur lesquels ils travaillent habituellement. Ok, d'accord. Ok, ça c'est vraiment un bon insight. Donc ça c'est des choses que vous voyez aussi sur vos clients avec qui vous bossez. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu Exactement. l'as pas précisé, mais certains de vos clients ne délèguent pas leur campagne. Donc on peut dire que une grosse partie de votre activité c'est de la créa et que vous êtes proche d'une agence créa qui fait un peu de média pour les clients qui en ont besoin. Alors, il y a encore récemment, effectivement, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on a vraiment démarré plutôt comme une agence créa, centrée sur le UGC. Ouais, Après est venu se rajouter la brique, media buying. Donc du coup, on était, je dirais à, 75-25 en termes de répartition. ouais, Et puis, petit à petit, sans forcément que nous on appuie là-dessus en termes de ouais, ouais. communication sur le plan commercial, bah, ce rapport en fait, il a continué d'évoluer. Et là aujourd'hui, je dirais qu'on est à 50-50. Ok, d'accord. Intéressant à savoir. Et est-ce que pour toi c'est Heu, important de gérer les campagnes des clients pour qui tu fais l'UGC? alors pour moi, c'est important, oui, dans le sens où, bah, moi de base je suis média buyer et même si je fais ça depuis quelque temps maintenant puisque, bah, j'ai 42 ans, je suis dans le web depuis, que j'ai 22 ans. Ok, J'ai énorme. géré mes premières campagnes Facebook Ads, c'était en 2015, donc ça Ok, commence à remonter à quelque temps et pour autant je me suis pas lassé du truc. J'aime ok, toujours le faire. ok. Donc déjà, parce que j'adore ça, oui, c'est important pour moi de pouvoir, gérer leur campagne. Mais au-delà de ça, pour moi, ça fait sens. Tout simplement dans une démarche de gestion verticale, tu vois? Nous, on a la prétention, quand on a des clients qui viennent nous voir pour de la créa, de savoir, parce qu'on est média buyer en social ad, ce qui fonctionne. Parce qu'on a Voilà. vu des tas de créas, qu'on a analysé des tas de créas et que du coup, on est capable de proposer et de produire des créas qui performent. Heu, mais du coup, c'est vrai aussi pour la partie media buying et du coup, pour nous, ça fait sens de dire: «OK, on a produit vos créas, mais si on est capable de savoir pour vous quels sont les créas qui performent, bah, on est capable aussi de trouver la configuration de campagne, d'audience et cetera qui marche». Puis surtout que nous derrière, ça va nous permettre d'avoir une plus grande réactivité parce qu'on va tout de suite pouvoir analyser les datas à chaud et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. On va pouvoir analyser beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de réactivité, les campagnes qu'on a produites au moment où on les a diffusées pour pouvoir derrière en produire de nouvelles, et cetera. Ah ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, si vous pouvez produire la meilleure créa du monde, si elle est pas bien diffusée par l'annonceur parce qu'il l'a pas mis dans la bonne campagne ou qu'il a pas bien, structuré la campagne avec certaines audiences pour que ces créas-là en particulier soient diffusées, ça marche pas. Et puis même, on sait très bien, si on a une audience avec 10 créas et qu'ils ont balancé vos 2 créas UGC que vous avez développés, mais que Facebook les diffuse pas pour telle ou telle raison, c'est embêtant. Donc il y a Alors, plein de facteurs qui jouent pour sa performance mouais, UGC. je suis complètement d'accord avec ça et il y a un autre facteur aussi, qui est tout bête, qui tient en un mot, objectivité. Ouais, J'ai rencontré énormément de clients qui avaient, des idées très arrêtées, ce qui est normal, on en a tous, hein, des idées très arrêtées sur les créas qui marchent, les créas qui marchent pas, les créas qui leur plaisent surtout et les créas qui leur plaisent oui, ça pas. aussi, ouais. Mmh. Moi, le monde de la créa dans les social ads, ça fait longtemps que j'en parle dans mes posts LinkedIn comme, le cimetière des convictions ébranlées. Parce que, moi le premier, ça m'est arrivé des tas de fois de balancer des créas dans des campagnes en me disant: «Je suis sûr que c'est celle-là qui va Et cartonner finalement non, et et je finalement suis non. sûr que celle-là va se vautrer» et Je suis c'était tout d'accord, ouais. l'inverse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et donc ça, tu penses que le fait de gérer les campagnes pour eux fait que tu as moins de biais
psychologique comme quoi tu dis: «Ouais, comme celle-là va marcher, je vais essayer de la diffuser plus» ou en tout cas de lui laisser plus de chances de réussir. Alors que là, c'est Exactement. vraiment, on va dire que c'est la data qui parle. Il y a pas d'émotion. Exactement. Je vais faire preuve d'objectivité parce que je sais que ça peut se produire même si, j'ai toujours mon avis, c'est humain, mais je sais que je peux être aussi complètement à côté de la plaque et puis, il y a que la data pour dire la vérité. Donc, OK. je vais diffuser ma campagne avec toutes mes créas, celles que j'aime le plus et celles que j'aime le moins Voilà, et ouais. je vais donner des chances égales aux unes comme aux autres pour voir ce qui Voilà. marche. Alors que c'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais après une fois que ça commence à se diffuser, il faut parfois cutter, couper ce qui ne marche pas et on va dire, comment dire? Décliner ce qui marche bien. Et donc ça, c'est vrai que Exactement. si vous faites des prestations UGC pour vos clients, je ne doute pas que vous n'allez pas faire, tous les UGC d'un coup, vous allez peut-être en faire quelques-uns, voir lesquels répondent le mieux et puis après en créer d'autres en fonction des performances. C'est-à-dire que si vous savez qu'un unboxing, ça marche très, très, très bien, vous allez quand même faire de l'unboxing, mais si vous voyez que ça marche pas, vous allez faire d'autres formats et si l'unboxing marche bien, vous en ferez d'autres, simplement. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonnerais. Exactement. Ouais, mais complètement. Il y a ça et il y a le fait que, quand, tu gères des campagnes pour une marque, tu vas régulièrement donc réaliser un reporting, expliquer à la marque ce qui a marché, Ouais, pas marché, ce que tu as fait, ce que exactement, tu ouais. vas faire. Mais la marque elle-même ne va pas forcément se permettre d'aller mettre le nez dans le compte et d'aller farfouiller dans les campagnes que tu gères. Et pour Ouais, la partie créa, je pense que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand le client vient te voir que pour la créa, il y a ce côté subjectif que j'évoquais il y a 5 minutes, alors que lorsque tu gères les 2 simultanément, bah, même si les créas, tu les produis pour la pour ton marque client, ouais. qui est ton client, bah, d'une certaine manière, tu les produis surtout pour toi puisque c'est toi finalement qui va exploiter ces créas-là pour tes campagnes. Donc, Exactement. on va dire qu'il y a, un regard qui est moins fort de la part du client sur le résultat, comment dire? De sur le la créa avant utilisation et du coup, il y a moins l'influence de: «J'aime ça, j'aime pas ça» et donc du coup, on peut se concentrer, nous, sur, vraiment les aspects qui, d'après nous, sont les plus pertinents pour performer. Ouais, tout à fait. Et pour revenir sur le l'UGC, donc tu l'as défini, tu as expliqué que Mmh. c'est, un contenu qui est créé par des utilisateurs, qui peuvent être par exemple des micro-influenceurs, qui Ouais, prend finalement la forme d'un avis, d'une recommandation parce que, comme tu disais, ben, les études montrent que les consommateurs en ligne, ils ont besoin, d'acheter selon des recommandations qu'ils aiment en écouter, en lire. Donc ça fait sens. Est-ce que l'UGC prend d'autres formes? Est-ce que c'est systématiquement, une personne qui va parler face caméra et du coup recommander un produit ou est-ce que ça peut prendre d'autres formes? Voilà, c'est ma question. alors ça, c'est une question qui est super intéressante parce que, avec Emric, l'une des premières choses qu'on a constatées au fil des calls découvertes qu'on a fait avec nos clients depuis qu'on a lancé KickAds, Ouais, c'est que, chaque client a sa vision de ce qu'est un UGC. Ils sont pas tous d'accord, ils lui donnent pas tous la même définition OK, et donc, on a fait ce constat qu'il y a des points de divergence et des points de convergence. OK, Heu, Ce qui est tout à fait logique parce que, il n'y a pas une définition gravée dans le marbre de ce qu'est un UGC, si ce n'est, bah, ce qu'on voit aux États-Unis. ouais, Du coup, avec Emric, on s'est prêté à ce petit exercice de faire justement un petit peu la part entre les points de convergence et les points de ouais, divergence. je vois ce que tu veux dire, ouais. Déjà pour, revenir à la racine, émythologique de l'acronyme UGC, UGC donc effectivement c'est le User Generated Content, donc c'est un contenu généré par un utilisateur. Ouais, Souvent c'était des personnes qui, bah, tout simplement partageaient du contenu sur les réseaux sociaux et à l'occasion partageaient leur expérience d'achat d'un produit, par exemple sur un site e-commerce, et qui partageaient leur satisfaction, qui montraient comment il ou elle utilisait ce produit et la marque pouvait choisir d'utiliser le résultat, pour, des campagnes publicitaires. moi, c'est comme Donc ça que je le voyais, ouais. C'est toujours voilà, comme le ça que je l'ai vu au UGC, départ. c'est ça à l'origine, hein. Ouais, C'est né de ça et c'est né, pour être précis, c'est né sur TikTok. d'accord. Dès sur Hem, TikTok? Mais donc mouais. mais avant, il y en avait déjà de l'UGC, genre, sur Instagram il y a quelques années. Genre si moi, par exemple, je prends un Starbucks, je fais une photo de mon café. Complètement. Alors effectivement, le UGC, c'est bien ce que tu dis là parce que, il faut le préciser, un UGC, c'est pas forcément une vidéo, Ça ça peut être peut une être photo. aussi une statique Mmh. et bah, tu vois, tiens, ça fait typiquement partie des points
de convergence ou divergence auquel on a été confronté avec Emric, c'est que il y a des gens pour qui un UGC, c'est forcément une vidéo. Pas toujours, non. Mais tu as complètement raison, un UGC, ça peut être une statique et on a constaté ce genre de choses sur Instagram il y a déjà un moment. On va dire que c'est avec l'arrivée comment dire, avec la démocratisation de la vidéo 9/16 en format court sur TikTok que le style UGC s'est Mmh. vraiment développé et a vraiment connu une forte croissance pour l'utilisation de ce type de contenu dans les campagnes publicitaires. OK. D'accord et donc du coup, c'est, quel style? C'est finalement la est-ce que c'est la vidéo face caméra? Est-ce que c'est, le déballer un produit? Qu'est-ce que ça peut être exactement? Alors, au niveau des points de convergence, Ouais, ce qu'on peut dire, ce qu'on a pu constater, et on en a parlé avec pas mal de personnes, c'est que on est forcément donc sur un produit qui est photographié ou filmé au smartphone. OK, On est forcément donc sur un partage d'expérience à propos d'une marque ou d'un produit. ouais, Là où les gens ne sont pas forcément d'accord, c'est déjà au niveau de la qualité de la vidéo. Hein, il y en a qui estiment qu'un vrai UGC, ça doit être brut de décoffrage. d'accord. J'exagère, mais limite filmé au Nokia 8310. Ouais, je vois avec le texte qu'on peut retrouver sur, les applications TikTok et Instagram, donc le surlignage ou un truc très Exactement. organique. Ouais. Il y en a d'autres qui estiment qu'une vidéo doit être un peu plus léchée pour 2 raisons. La première raison, c'est que, de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, il y aura toujours le barrage client. Le client va toujours donner son avis sur ce qui lui plaît pas, Oui, avant même de savoir si la vidéo, elle peut être performante ou non. Et si le client, on lui soumet une créa qui ne lui plaît pas, qui est pas esthétique un minimum, jamais elle aura la chance et elle aura l'occasion d'être diffusée. Donc ça, c'est la première raison. Mais une deuxième raison qui a plus d'importance, je trouve, c'est que, moi, j'ai discuté pas mal du format UGC avec des personnes qui, finalement, passent assez peu de temps sur TikTok. Parce que la plupart des clients avec lesquels on échange, en définitive, ce sont pas des personnes qui connaissent très bien le canal TikTok. OK. Alors attention, nous, on n'est pas full TikTok avec Aymeric, pas du tout. Mais c'est quand même un canal super important. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment sur ce canal que le format s'est développé. D'accord, ouais. Et quand on passe du temps sur TikTok, ce qui est mon cas, je pense que je fais partie des quelques Ouais, personnes de 42 ans qui passent du temps sur TikTok. Tiens d'ailleurs, j'en profite, c'est Savannah Sanchez, très connu, une ouais. référence dans la création de UGC qui est basée en Californie aux États-Unis, a balancé une info récemment, une Ouais, data de Meta, je crois ouais, d'ailleurs. Non, pas de Meta, je te dis n'importe quoi, de de TikTok, TikTok. de Ouais. Biden, qui disait que les principaux consommateurs sur TikTok, ce sont les femmes de 35 à 45 ans. Trop intéressant, trop intéressant. Ouais, Incroyable, écoute, hein? je vais Savannah Sanchez, elle est bien. Mmh. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai que c'est 35, une hein, de mes c'est principales références. très intéressant. Elle fait partie, les contenus qu'elle produit font partie des contenus que je benchmark le plus OK, lorsque je veux travailler sur un projet. OK. Du coup, ouais, je disais, moi, je fais partie de ceux qui pensent que une vidéo UGC peut se permettre et doit se permettre d'être relativement élaborée parce que quand on regarde aujourd'hui les contenus qui sont partagés par les gens qui sont sur TikTok, on voit que ceux qui ont notamment des smartphones de qualité s'amusent. Ils vont exploiter des applications telles que CapCut ou Videolip, Ouais, qui sont les 2 applications, références qui leur permettent de générer des effets assez sympas avec assez peu finalement de connaissances et de technicité. Et du coup, ça permet de réaliser des choses assez chouettes avec des effets de transition vraiment sympas et c'est ce genre de contenu aujourd'hui qu'on voit essentiellement. Moi, j'ai été du coup confronté à des situations avec des clients où, ils adoraient les vidéos qu'on leur avait faites, mais il y en avait certaines où limite ils les trouvaient un peu trop chiadées et ils avaient peur que ça s'éloigne de leur référentiel du format UGC. d'accord. Et moi je réalisais qu'en fait, on n'avait tout simplement pas le même référentiel parce que, finalement moi je passe vraiment du temps sur les réseaux Oui, oui, sociaux comme d'accord et donc utilisateur. tu vois beaucoup de d'UGC qui sont d'une meilleure qualité que ce que les gens ont en tête. Ils pensent que, ça doit être, un contenu brut de décoffrage et que finalement, tu vois des UGC sur TikTok qui sont, très bien montés, Mmh. mais qui restent quand même dans leur nature des UGC. Parce que Et c'est de ça va même encore plus loin que ça. Les contenus dont je parle sont pas forcément des UGC. Ce sont même des contenus, lambda, des contenus, simplement, organiques postés par des utilisateurs lambda. oui, Sauf que, qui les gens aiment passer du temps
à produire des trucs un peu sapins, un peu fun et un petit peu élaborés à diffuser sur TikTok. Le contenu sur TikTok se professionnalise d'une certaine façon. OK. Et effectivement, voilà, c'est vrai que, il y a ce côté un petit peu délicat du référentiel. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Il y a quelque temps de ça, ma femme me surprend pour la énième fois sur mon smartphone et elle sait que je poste beaucoup sur LinkedIn, même si c'est moins vrai depuis, un bon mois et demi. Ouais. Et elle me dit: «Tu passes vraiment tout ton temps sur LinkedIn?» Et je lui ai Mmh. répondu: «Non, c'est pas vrai. Je suis aussi sur TikTok». Et ouais, TikTok, sauf que tu postes pas. Sauf que je poste pas encore. Et maintenant que je suis à 100 sur Kikaz, attention. T'as envie d'essayer, t'as envie d'essayer. Bah, tu raison, ça franchement, bah, il y a plein de personnes de ton âge qui sont sur TikTok. Faut arrêter de dire que personne, enfin que les gens au-delà de 40 ans n'y sont pas. Que tu dis toi-même, entre 35 et 45 ans, tu as beaucoup d'acheteurs. Mais si on Ouais, revient, c'est tout à vraiment fait. les fameux points de convergence. Donc toi, tu dis que finalement, un UGC, c'est un contenu qui est généré par l'utilisateur, qui est filmé ou photographié avec un smartphone, qui est finalement pas si brut de décoffrage que ça, parce qu'on en voit de plus en plus qui sont faits sur TikTok, qui sont de bonne qualité, qui sont faits avec un très bon smartphone et avec lesquels il y a beaucoup d'effets. Évidemment, comme tu disais, un UGC qui forcément est pas parfait dans la façon dont il a été filmé peut quand même être considéré comme un UGC, mais tu dis que aujourd'hui beaucoup de clients, annonceurs pardon, ont en tête un contenu, on va dire, de merde par rapport à un contenu qu'ils feraient normalement avec une équipe de montage professionnelle. Alors c'est là toute la grosse difficulté finalement de ce métier qu'on a choisi avec Emric. On apprend parce que c'est un métier qui est nouveau finalement. Donc on est confronté à des situations, auxquelles, bah, personne avant nous a été confronté. Il y a personne qui a pu nous conseiller là-dessus. C'est Ouais, nous qui essuyons un petit peu les plâtres pour les oui, prochains, oui, on va pour dire. les prochains, ouais. Et donc voilà, et cette difficulté à laquelle on est confronté, c'est que, on va se retrouver face à un client A qui lui va vouloir du contenu, vraiment, brut, Ouais. et de manière un petit peu contradictoire, il va également vouloir y diffuser énormément son ADN de marque. OK, ouais, d'accord et ça, c'est un truc que je trouve que dans les UGC, diffuser trop son ADN de marque, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Bah, je pense que ça tue beaucoup plus un UGC que, le côté élaboré, pas élaboré de la vidéo. Je suis Heu, d'accord, je suis d'accord. voilà. Moi, je trouve dans UGC, il faut pas truquer ton ADN de marque, sinon ça fait une publi sinon ça ressemble à une publicité. Par exemple, un exemple que moi j'aime pas, c'est voir des UGC où à la fin, tu as le logo de la marque, mais ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Ouais, effectivement, mettre le logo de la marque à la fin, ça peut être un petit peu trop, ça peut avoir un petit côté un petit peu trop brandé. Bah oui, Mais nous, on a des clients, certains de nos clients qui ont ce genre d'exigence. Hem, Après, on a aussi, la situation où on a des clients qui vont nous demander de leur fournir un genre de trombinoscope des créateurs et des créatrices avec lesquels on travaille. Ce qu'il faut OK. savoir, c'est que, avec Emric, pour la petite histoire, quand on a démarré, bah, voilà, en termes de ressources, on partait vraiment de zéro. Donc, les Ouais, c'est premières créas qu'on a réalisées, c'était, beaucoup des personnes, de notre entourage, on filmait nous, on se débrouillait, quoi. Et puis, petit à petit, on a développé notre réseau de créateurs et de créatrices. OK, Aujourd'hui, on a un Discord sur lequel on a réuni et on anime, pas loin de 900 personnes. OK. Donc voilà, on a quand même un gros réseau de créateurs et de créatrices à date. On a aussi des monteurs. On a compris en fait que, il y avait une partie qu'il fallait qu'on automatise un petit peu davantage par rapport au côté très artisanal de nos débuts. Comme ça, nous, ça nous permet de nous concentrer sur l'aspect le plus marketing du produit, c'est-à-dire la rédaction des scripts. Oui, c'est ça. J'allais t'en parler. Donc aujourd'hui, pour bien résumer, une prestation UGC pour vous, c'est vous allez définir un peu la stratégie que vous allez mettre en place, quels sont les différents UGC qui vont être produits. Vous allez réfléchir au créateur dont la marque a besoin pour son objectif, donc en fonction de sa cible. Et donc derrière, aux créateurs, vous les briefez sur ce qu'ils doivent dire. Donc vous scriptez plus ou moins la façon dont ils doivent créer le contenu, parce que c'est des contenus créés par des utilisateurs, dans ce cas-là, des micro-influenceurs, des créateurs. Et eux, en fait, ils font le montage aussi. C'est-à-dire, ils font le contenu, ils montent, etc. Ils vous envoient le truc et vous faites un dernier check. Alors, on a des monteurs à part entière. C'est-à-dire que, OK. alors pour te donner les étapes, donc on va pas mal échanger avec le client et lui fournir une fiche avec des questions précises pour s'immerger dans son Normal. domaine, pour qu'on s'approprie en fait son territoire métier. Ça Tout pour à nous, fait, c'est ouais. indispensable et c'est là où Indispensable. on amène de la valeur. Là, en fait, le point sur lequel on appuie dès le départ avec notre client, c'est qu'on n'est pas une plateforme de mise en relation comme les plateformes UGC qui existent déjà. Nous, on a volontairement choisi le format agence pour amener nos compétences en marketing. Ah oui, Donc, j'allais dire, parce que maintenant, Facebook Meta lance sa plateforme de créateurs.
Ouais, pour tout mettre à en fait, relation les marques et les créateurs. Mais c'est pas complètement. suffisant. Non, c'est pas suffisant. Pour moi, il va vraiment manquer ce côté agence et c'est la raison pour laquelle, finalement l'agence, aura toujours un rôle à jouer. Parce Bah qu'il oui. y a un accompagnement que, les personnes en agence qui ont, cette compétence, cette expertise en marketing peuvent apporter à leurs clients. Et tu vois, quand je te parlais, au début, du podcast, du problème des KPI, c'est typiquement, tu vois, ce genre de choses qui montrent qu'il y a des points sur lesquels le côté agence sera toujours très important pour accompagner les marques. Donc nous, on va avoir ce côté échange pour nous approprier le domaine de notre client, de la marque avec laquelle on va travailler, et ensuite on va rédiger un certain nombre de scripts. On va D'accord. échanger avec nos clients à partir de ces scripts-là, mais le script, ça va être vraiment l'élément central de la Bien presta. sûr, ouais, bien sûr. OK. Ensuite, on insiste sur le fait que non, on ne soumet pas un trombinoscope au client, tout simplement parce que justement la différence avec, un autre studio de créa, c'est que nous ce qu'on fait c'est du UGC. C'est pas un studio de production où on fait appel à des acteurs, on va sur des plateaux de tournage et cetera. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des créateurs de contenu et comme on veut éviter justement que le format UGC soit trop dégradé, pardon, Oui, je vois. par la marque qui va vouloir y insuffler cette Je fameuse ADN de marque dont on parlait tout à l'heure, oui. on explique aux clients que nous, notre travail en tant que marketeur, c'est justement de s'approprier suffisamment bien la marque pour savoir identifier dans nos créateurs et nos créatrices ceux qui seront les plus adaptés pour tourner dans les vidéos. D'accord, ouais, je vois tout à fait. Je vois tout Donc à c'est fait et puis nous après, qui vous choisissons les créateurs. d'accord, vous choisissez les créateurs et est-ce que vous leur donnez une certaine liberté de créer? C'est-à-dire ne pas leur donner un cadre trop cadré justement, trop Exactement, important? c'est ce qu'on fait. Alors nous, en fait, dans les scripts qu'on rédige, il y a, comment dire? Il y a le discours, il y a le parler qui est précisé, OK, les voix off, le texte, et cetera. Mais on précise aussi bien aux clients qu'aux créateurs et aux créatrices que c'est une base. Dans, les informations qu'on demande à nos clients, il y a une white et une blacklist de vocabulaire. Donc ça, d'accord, on le tout à fait. fournit à nos créateurs et nos créatrices. L'idée, c'est justement de leur permettre d'avoir une certaine liberté d'expression. Justement, c'est pas des acteurs, on ne veut pas les brider, on veut que ça reste extrêmement naturel. On va quand même du coup leur fournir ces informations de vocabulaire de manière à ce que dans cette liberté qu'on leur laisse, ils évitent certaines phrases ou certains thèmes qui seraient rédhibitoires pour la marque. D'accord, tout à fait. La difficulté en fait de ce travail, c'est d'arriver à rester toujours sur le point d'équilibre entre le désir de la marque de vouloir faire du UGC, mais en même temps qui ne peut pas s'empêcher de vouloir vraiment brander le produit final, et le fait de laisser suffisamment de liberté au créateur pour que ce qu'il va faire, le travail qu'il va réaliser, reste naturel. Un UGC dans lequel on voit que la personne n'est pas à l'aise, dans lequel le texte paraît trop répété, trop récité, forcément, on va lui retirer toute son âme UGC. Je suis totalement d'accord avec toi, totalement aligné avec tout ça. Si jamais tu as d'autres conseils à donner sur le tournage d'un UGC, n'hésite pas à me les donner maintenant parce que c'était mes questions, d'après, mais je vois que tu t'en parles déjà un peu maintenant, sur les choses Alors à éviter, les choses à absolument faire, à ne pas oublier. alors justement, nous, dans le Discord dans lequel on a réuni notre communauté, on partage des tips pour, les personnes qui, démarrent un petit peu comme créateurs ou créatrices. Parce que dans cette communauté, on a des personnes plus expérimentées, d'autres moins expérimentées. Donc Bien on va leur sûr. donner des conseils pour, l'enregistrement du son, pour l'éclairage et cetera. Et donc du coup, à partir de là, ils vont réaliser les rushs. On leur demande pas de nous fournir un produit fini. On leur demande de ne réaliser que les rushs. Ces rushs, ensuite, on va les fournir à une personne qui est spécialisée dans le montage. Donc, en fait, D'accord, OK, va y avoir d'accord. cette étape supplémentaire qui va venir se Et greffer. ouais, Oui, ouais, non, je te laisse j'allais juste te dire, c'est que, j'avais regardé une vidéo de Dara Dene, une sorte de Savannah Sanchez 2 aux oui, USA, qui explique qu'en fait, il y a un débat, est-ce qu'aux créateurs, on leur demande le contenu brut sans texte et après nous, on fait autant de montage qu'on veut, donc pour une même vidéo, on pourrait en avoir, 3-4 vidéos pour Facebook ou mhm. TikTok? Ou est-ce qu'on leur demande enfin, ou est-ce qu'eux nous autorisent à l'utiliser qu'une fois dans la publicité? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Alors nous, la OK, façon dont on travaille avec nos créateurs et nos créatrices, c'est qu'on leur fait signer un contrat de cession de droit à l'image, OK, ouais. de manière à avoir, nous, ensuite, un contrôle total sur les rushs. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec, quoi. Vous pouvez faire 15 vidéos comme Exactement. vous pouvez en faire 3. Alors, les rushs, on leur donne aussi certains éléments pour le tournage. On leur demande toujours de les tourner de base en 9/16, Ouais, donc le format smartphone, et on leur fournit un template
d'un écran TikTok avec le placement des boutons, du texte, etc. Ce qui permet, quand ils vont réaliser leur rush, d'avoir en tête ce qu'on appelle la zone de sûreté, c'est-à-dire la zone Oui, dans laquelle doivent apparaître les éléments phares de la vidéo, pour bien sûr, éviter ouais. qu'il y ait du coup de la friction avec des éléments qui vont forcément apparaître à l'écran et qui pourraient venir gêner. Donc OK, on va leur donner ça pour la réalisation des rushs, on leur fait signer un contrat pour avoir le contrôle total sur les droits d'image, OK. ce que nous, on ne fait pas de l'autre côté. Je m'explique. Quand on fournit ensuite les rushs au monteur, le monteur va pouvoir ajouter du texte en incrustation ou des sous-titres, toujours en respectant cette fameuse zone de sûreté, et ensuite il va décliner les vidéos pour d'autres placements publicitaires, notamment au format 4/5 par exemple pour les fils d'actu sur Facebook et Insta. Ouais, bien vu. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait différentes déclinaisons de la vidéo, même si elle a été réalisée en TikTok First, pour pouvoir la diffuser sur un maximum de régies, sur un maximum de placements publicitaires. Une vidéo comme celle-là, du coup, on peut à la fois la diffuser sur TikTok, ça peut faire des Reels et des Stories sur Facebook et Insta. On a également le format pour les fils d'actu Facebook et Insta, et ça fonctionne également pour, par exemple, un format collection sur Snapchat. Ouais, bien vu, ouais. Mmh. Ensuite, donc, on va fournir les créas au client et si le client, lui, souhaite une, longue durée d'utilisation ou une déclinaison dans d'autres langues, le fait Oui. que nous, on possède les fichiers sources, ça va nous permettre une plus grande réactivité dans la déclinaison des créas avec d'autres langues et ça va nous permettre également de pouvoir négocier un tarif en lien avec les droits des créas, puisque l'utilisation des créas fournis aux clients sont limitées dans le cadre de la prestation. Si par exemple le client, lui, ne veut diffuser ses créas que à la base sur Meta et que par la suite il veut également les diffuser sur TikTok, bah, du coup ça fait l'objet d'un échange entre nous, puisque d'une certaine manière, on doit lui conférer les droits d'utilisation sur une nouvelle plateforme. Ah OK, d'accord, j'avais mal compris. Donc dans les droits, l'image que le créateur vous cède, vous signez sur aussi le nombre de plateformes, enfin les plateformes sur lesquelles le contenu sera diffusé? Oui, alors, il n'y a pas que l'aspect financier, en fait, qui est lié à ça. Il y a aussi le fait surtout que, ça permet de nous protéger, surtout de protéger nos créateurs et nos créatrices. Parce OK, que ça évite que, bah, du coup, nos créateurs et nos créatrices finissent sur des sites web, qu'on ne connaît pas ou sur des compris. Ouais, bannières à c'était déplacement un peu, voilà. C'est surtout une manière, en fait, de garder la maîtrise de l'image de nos créateurs et nos créatrices et c'est parce qu'on veille aussi à ce genre de choses que, bah, ouais, on ouais, a on a leur confiance. mais c'est un très, très bon point que tu viens d'ajouter parce que j'avais pas pensé à ça du tout et du coup, eux, ça les met en confiance, qu'ils savent très bien que leur vidéo sera jamais diffusée en dehors de, je sais pas, TikTok, Meta et Snapchat, par exemple. Complètement. En plus, OK, on estime que, un pack de 10 vidéos, puisque ça, c'est notre offre de base pour le UGC, on estime OK. qu'un pack de 10 vidéos, 100 dédié à Meta, à 2 200 € le pack créa, on est déjà sur une prestation qui est peu onéreuse et c'est souvent la raison pour Ouais, pas laquelle onéreuse. les clients s'adressent à nous, parce que le ticket d'entrée avec d'autres studios de créa, c'est pas du tout le même montant Ah, il est pas du et tout le même montant. du coup, se mettre d'accord sur un montant complémentaire pour pouvoir, diffuser les créas sur d'autres régies et d'autres placements, on reste tout à fait dans l'ordre du raisonnable, dans, le budget Bien qu'ils avaient sûr. pu estimer au départ pour leur créa. Bien sûr. Et justement, vu que tu parles du nombre de vidéos, il y a un truc qui me vient en tête, c'est est-ce que vous briefez vos créateurs pour que, comme tu le sais, tu puisses faire varier le scroll stopper de la vidéo UGC, c'est-à-dire les 3 premières secondes. Donc, je suppose que pour une même vidéo, pour un même produit, une même review, un même témoignage, vous pourriez avoir deux démarrages, deux débuts différents dans la vidéo. Est-ce que vous leur dites, OK, fais-moi trois, quatre mises en scène différentes au début ou non? Alors complètement, ça en fait, ça fait partie intégrante de notre Presta UGC. C'est-à-dire que, nos clients, on va leur fournir, donc comme je te l'expliquais, une fiche client sur Notion et dans cette Ouais, fiche client, on a notamment un tableau pour les scripts. Dans ce tableau, il y a 6 scripts et pour ces 6 scripts, il y a 2 versions du scroll stopper, ouais. scroll stopper A, scroll stopper B. Il y a 5 plans et parfois, il y a un closing, c'est-à-dire un call to action. On va mettre, par exemple, en avant, un essai gratuit pour une Oui, un plateforme, code promo, etc. un code promo et cetera. Donc ces scroll stoppers, ils sont scriptés à l'avance. Donc on D'accord. a ces 6 scripts. OK. Pourquoi 6? Parce que, on en a un en «rab» entre guillemets, pour que le client puisse éliminer le script qui lui plaît le moins. Oui, On parce va que je pense que échanger. moi, je pense que pour les personnes qui t'écoutent, tu as 5 normalement, tu aurais 5 scripts pour 10 vidéos parce que tu aurais pour les 5 scripts, tu aurais 2 scroll stoppers, donc 5 fois 2 ça fait 10, mais tu en as un de Exactement. plus.
Ouais, ok. Exactement, c'est exactement ça. En fait, les 10 vidéos, c'est 5, on va dire, vidéos originales plus une variante du scroll stopper. Et ces 10 vidéos, ensuite, on va les décliner en 9/16 et en 4/5, puisque la plupart de nos clients, pour l'instant, nous passent commande pour des diffusions sur Meta. Ouais, c'est logique. Bref, tu disais, tu en as une de rab, donc tu as un script en plus au cas où le client finalement change d'avis, c'est ça? Et non, en fait, on en a une de plus qui est éliminatoire, c'est-à-dire que le client peut éliminer le script qui lui plaît le Ah, moins, d'accord, ouais. ce qui Ok, fait que ouais. du coup, on en garde au final 5 et on va décliner ces 5 donc avec une version supplémentaire du scroll stopper et ces 10 vidéos, on va les avoir à la fois en 4/5 et en 9/16. Compris. Avant qu'on passe vraiment à la partie pratique, je vais te poser une autre question dont on a sur un sujet dont on a déjà parlé avec, justement toi et Aymeric. C'est Mmh. le fait que, bah, tu as certaines agences qui ont un avis critique sur l'UGC, lorsqu'elles expliquent que finalement de l'UGC, c'est pas indispensable pour performer sur des plateformes comme Meta. Je dis bien Mmh. Meta, pas TikTok. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'un annonceur peut performer sans UGC ou pas du tout? Non, je suis complètement d'accord avec elle, en fait, je suis complètement d'accord avec elle dans la mesure où fondamentalement, il n'y a pas besoin de grand chose pour performer. À partir du moment où tu as un bon produit et à partir du moment où, bah, par exemple, en social ads, tu as validé ton product market fit, Ouais, tu peux très bien avoir, une photo de ton chat et un site web codé avec le cul, c'est vrai. ça peut fonctionner quand même. Après, ce qui risque par contre de se produire, c'est que tu vas te heurter à un plafond de verre parce que tu peux avoir des clients qui seront beaucoup moins timorés, qui eux ne vont pas hésiter à suivre les tendances, à faire de la veille et à par exemple identifier que le UGC c'est un format qui actuellement a le vent en poupe et qui du coup bah, vont se lancer là-dessus. Et ces marques-là, ces marques concurrentes, elles vont commencer à prendre une avance sur toi que tu peux peut-être potentiellement avoir du mal à rattraper par la suite. Je pense qu'à l'heure du digital et notamment dans le domaine des social ads, c'est compliqué quand même de se dire ouais, c'est qu'une tendance, ce truc-là, du coup, je vais Oui, pas je y vois. aller. Déjà, d'une part, parce que quand bien même ça serait qu'une tendance, bah, ça n'empêche qu'à l'instant T, ça peut t'aider à continuer de développer ton business. Et puis, je pense que bah, l'histoire nous démontre quand même qu'il y a des tendances qui se pérennisent, qui perdurent. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de pas y aller. Donc, je suis d'accord avec les marques qui disent que c'est pas indispensable pour performer. Par contre, je suis d'accord, mais je comprends pas le choix de volontairement pas y aller. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a des clients qui n'ont pas d'UGC qui performent quand même, mais on sait qu'ils pourraient avoir un gain de performance, comme tu disais, d'après l'étude de Meta, ou je sais pas, c'est Meta qui dit que tu peux avoir un gain de performance moyen de 30% si tu ajoutes de Exactement. l'UGC à tes campagnes. C'est Il n'y a pas de Meta raison de et pas le faire. HubSpot. Et Ouais, HubSpot. il y a HubSpot qui a fait une étude là-dessus aussi, ouais. Ouais, ouais, je sais. Enfin, non, je sais pas, justement, non, ça, je savais pas. OK. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça et donc du coup, il faut pas se fermer à ce type de contenu et c'était aussi une de mes questions, c'est pourquoi est-ce pertinent pour une marque de miser sur l'UGC et d'en produire? Bah, c'est pour ces raisons-là. C'est qu'en fait, c'est une tendance. Une tendance, tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, les utilisateurs sur les plateformes sociales ont tendance à, je vais pas dire tendance, finissent par convertir grâce au fait qu'ils ont vu une recommandation par un autre utilisateur. Donc ça existe depuis quelques années, mais ça s'accélère de plus en plus. Et donc aujourd'hui, tu as des marques qui prennent le train en marche et du coup font de l'UGC, le sponsorisent, travaillent avec des créateurs, et d'autres qui ne le font pas encore, qui continuent à avoir des performances, mais qui pourraient se faire doubler par la concurrence ou voir leur performance s'éroder avec le temps parce qu'elles ne se mettent pas au diapason. J'allais dire également que Meta a sorti son nouveau, comment dire, ses nouvelles tactiques pour bien performer, donc ils Mmh. appellent le Meta Performance 5. Et parmi ces tactiques-là, il y en a une qui est le branded content, qui est donc de créer du contenu. Non, c'est pas le brand. C'est comment ils l'ont appelé? C'est pas. C'est. J'ai oublié comment ils ont nommé cette tactique. Est-ce que tu l'as? Non, tu me l'apprends en fait, pour être franc. En gros, ils ont ajouté cinq tactiques pour performer. Donc, tu as le tracking, tu as la simplification du compte, et tu as aussi le fait de travailler avec des créateurs. Et je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais en Ah, gros, mais en fait, ils l'ont appelé, je crois qu'ils l'ont appelé le CGU, justement. tu penses? J'ai vraiment un doute. Sur le coup, mais c'est pas grave. Le but, c'est juste de dire que. Parce que j'ai vu Ouais, passer un truc comme ça. J'ai vu ok. passer Ah, un espace dans le Business Manager récemment pour un client c'est vrai? qu'ils avaient appelé le CGU. Ouais, complètement. Attends, je vais quand même regarder si ça te dérange pas. Meta Le... Performance 5. Et donc là, je vois qu'ils ont déjà une nouvelle page sur. Bon, on la mettra peut-être dans les notes de l'épisode sur leur site. Hmm. Les piliers de la performance. Et là, ils ont mis voilà, marketing à la performance avec des creators. Donc en gros, ils ont carrément dit Hmm. aujourd'hui, si vous voulez performer sur Facebook, vous devez
faire du contenu qui est orienté sur la performance, donc de l'UGC, avec des creators. Donc, c'est même pour ça D'accord. que dans quelques mois, ils vont lancer leur plateforme pour mettre en relation les marques et les créateurs. Ce qui montre que même eux, en fait, ils incitent les annonceurs à travailler avec des créateurs directement et donc créer l'UGC avec eux et Ouais. ensuite le diffuser en publicité, soit au nom de la marque ou soit directement via la page du créateur. Ça, c'est un truc hyper important, c'est qu'ils vont faciliter la mise en place, la création de publicité de la part d'une marque, mais en utilisant le compte de l'influenceur. Moi, je trouve Voilà. ça très, très fort, je trouve ça très fort en fait que, ce soit un propos qui soit, directement, poussé, soutenu par Meta d'une part, mais Mmh. d'autre part, il y a une autre chose que je trouve, extrêmement intéressante, c'est que, Meta ne s'est jamais risqué à vraiment, développer un espace, une plateforme, un outil pour, produire des créas, justement pour ces placements publicitaires en mettant en avant le fait que cette plateforme pouvait produire des créas vraiment très performantes, vraiment une plateforme étudiée pour l'occasion. Meta ne l'a jamais fait tout simplement parce C'est que je pense que s'il avait estimé qu'il y avait du potentiel à le faire, il l'aurait fait. Ils l'ont pas fait et ils le font là. Ils le font maintenant pour ce côté UGC justement. Ce qui prouve que même eux, ouais, c'est sur ça. cette émergence du format UGC, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va en parler dans la partie pratique, où on va voir ensemble comment font, enfin, pas seulement comment créer l'UGC, mais quels sont les différents types d'UGC qui existent, quels sont les différents formats, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux, quels sont ceux que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur les créas UGC. La semaine prochaine, je vous retrouve pour parler avec Julien des créas UGC et de toutes leurs spécificités, c'est-à-dire les différents formats d'UGC sur Facebook et TikTok, les différentes structures, la longueur idéale d'une vidéo UGC et j'en passe. Vous l'avez compris, ce sera encore une fois un épisode très concret, technique à certains moments, mais qui se veut actionnable pour vous en tant qu'annonceur, consultant ou agence. Et si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.